Donc, je suis content, merci d'être tous là ce soir. On n'a pas l'habitude, on est impressionnés. Pour la petite histoire, moi j'ai fait cette présentation, enfin un peu la même en métropole, il y a déjà pas mal d'années, il y avait 3 personnes dans la salle. Voilà, et il y avait ma mère et il y avait ma femme. Ma mère, elle s'est endormie et ma femme, elle est repartie parce que les psychiatres, ça ne l'a pas intéressée. Donc s'il y a des psychiatres... Alors, comme c'est un sujet extrêmement vaste, on nous a parlé des bonnes indications d'imagerie médicale, c'est un sujet énorme qui est impossible d'aborder de façon exhaustive. Alors donc j'ai pensé vous donner, pour pas qu'il y ait de frustrés, de vous donner les outils qui existent déjà. Comme je suis un peu feignant, j'ai repris ce qui existe. Et vous avez à votre disposition sur Internet 2 guides très bien faits dans lesquels il y a l'essentiel. Alors s'il y a des gens pressés ce soir, vous faites une photo de cette diapositive, vous avez les 2 adresses et vous pouvez rentrer regarder le match de foot s'il y en a un ce soir. Donc vous avez 2 guides, il y a un c'est gburadiologie.fr et l'autre c'est Adérim, c'est le guide du bon usage des examens d'imagerie médicale et l'autre c'est l'aide à la demande d'examen de radiologie et d'imagerie médicale. Il y en a un qui est un peu plus pointu, c'est celui-là que je préfère. Le deuxième, il est destiné aux médecins généralistes essentiellement. Ils ont été faits en association avec de nombreuses sociétés savantes. D'accord ? Alors, prescrire des examens d'imagerie médicale, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et même pour les radiologues, des fois, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Je vous rassure, il ne faut pas avoir de complexe là-dessus parce qu'il y a énormément de paramètres qui influent sur la prescription d'un examen d'imagerie. Il y a des paramètres qui dépendent du patient, vous le savez, de sa pathologie, du retentissement fonctionnel, du handicap, de ce que ça entraîne, du pronostic. Il y a des paramètres qui sont propres aux machines, c'est-à-dire à la capacité intrinsèque qu'a une technique donnée à aller démontrer une pathologie que vous suspectez. Il y a des paramètres qui sont économiques qu'il faut respecter, c'est-à-dire qu'à performance identique, il faut choisir le moins cher. Il y a des paramètres qui sont des paramètres de radioprotection. Il faut choisir également à performance égale ce qui irradie le moins. Il y a le caractère invasif. Il faut choisir ce qui est le moins invasif possible. Et puis, il y a des paramètres qui dépendent des techniques et de ce que vous avez sous la main ici ou ailleurs. Et des fois, on est obligé de choisir un examen par défaut parce que le reste n'est pas forcément disponible ou qu'on est sous-doté. L'évolution des techniques est un paramètre très important parce que ce que je vais vous dire ce soir comme grande généralité sera faux dans quelques années. L'évolution des techniques en imagerie, c'est ultra rapide. Et il faut se tenir à jour. Et il y a un dernier paramètre qui est très important, c'est la pression des patients. On a une obligation de moyens, et en même temps, il faut qu'on fasse des économies. Alors, une obligation de moyens et faire des économies, c'est assez complexe, et les patients, ils savent qu'on a une obligation de moyens. Alors, pour bien prescrire, dans ces guides, on va vous expliquer que ce qu'il faut, c'est connaître la pertinence diagnostique des différentes techniques. Ça, c'est compliqué, mais ces guides, ils sont là pour ça. Quand vous cliquez dessus, vous allez dans une spécialité, une pathologie, ils vont vous dire quel est le niveau de preuve pour tel examen, pour telle pathologie, avec un grade qui va de A à AE en fonction du niveau de preuve basé sur des études plus ou moins sérieuses. Et il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à déranger son radiologue et à lui poser la question. Il n'y a rien de pire que faire un examen inutile. Et moi, je suis plus partisan pour répondre à des questions, choisir la bonne chose et en discuter ensemble, plutôt que faire 4 examens dont 3 ne vont pas servir à grand-chose. Pour bien prescrire, il faut avoir des notions du coût des examens. Là, je vous ai mis quelques petites notions pour que vous... je ne sais pas si vous les connaissez, mais les coûts des examens, ça va pour une échographie ostéo-articulaire, que ce que je fais moi le plus souvent, c'est le moins cher. C'est un examen qui vient concurrencer parfois l'IRM, qui en superficie est parfois excellent. Et donc, il faut quand même peser la balance entre les 2 coûts. Il faut savoir qu'un scanner, ça vaut entre 25 et 50 000 et une IRM, 45 à 48 000. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir un petit peu en tête. Il faut éviter les examens inutiles. Donc, les examens déjà réalisés, ça a l'air bête, mais c'est quotidien même. Des examens qui ont été réalisés ailleurs et qu'on n'a pas récupérés. Il faut éviter les examens dont la pertinence diagnostique est douteuse, par exemple l'ASP, la radio de crâne dans les traumas, les radios du calcanéus pour rechercher les foutues épines qui servent à rien. Et il faut éviter les examens qui ne modifient pas la prise en charge. Il faut avoir également des connaissances un petit peu de radioprotection. Alors c'est très superficiel comme connaissance. Et ces guides vous les donnent. C'est-à-dire les examens vont être classés en niveau d'irradiation de 1 à 4, en sachant que 2, ce qui est important, c'est que la classe 2, ça correspond à une irradiation moyenne en France pour quelqu'un qui est exposé au rayonnement dans la nature. Donc c'est de 1 à 5 millisieverts.
Donc, il faut choisir des examens peu irradiants. Alors, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser, qui sont reprises dans ce guide. Je vous laisserai les lire parce qu'on n'a pas énormément de temps. C'est est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que j'ai besoin de l'examen? Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Est-ce que c'est l'examen le plus indiqué? Ça, on va le voir. Et est-ce que j'ai bien posé le problème? Ça, c'est très important. Il faut remplir sa demande. Il n'y a rien de pire que les demandes où il n'y a rien de marqué, parce qu'on part à la pêche. Et quand on part à la pêche, eh ben, on n'a pas forcément le bon hameçon, on n'a pas forcément le fil assez solide pour remonter le poisson qu'on cherche. Donc, on fait des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, plus on a les radiologues qu'on mérite. Plus on renseigne, plus on va chercher. Et les examens, les techniques d'examen, ce que tout le monde ne sait pas forcément, et c'est normal, c'est qu'une IRM, ce n'est pas standard. Ce n'est pas standardisé. Les séquences sont bien ciblées sur ce qu'on recherche. Donc ça, c'est hyper important, parce que quand on part comme ça, sans savoir où on va, eh ben, on a des résultats qui sont malheureusement assez mauvais. Alors juste pour aller très vite, je vous montre comment ça marche. Après, vous irez chez vous, c'est vachement important de les avoir à disposition. Vraiment, il faut enregistrer ces petits guides. On va juste cliquer sur celui-là, c'est le GBU, c'est le guide du bon usage, si ça marche. Vous arrivez sur un petit portail. Bon, c'est pas grave, on va pas s'éterniser dessus. C'était juste pour vous montrer, vous cliquez dessus, il y a des onglets, vous ouvrez, ça marche par spécialité. En fonction de la spécialité que vous recherchez, c'est de la neuro, c'est de l'osto-articulaire, c'est toutes les spécialités y sont, et après vous avez les pathologies. J'avais demandé qu'on ait une connexion Internet. Bon, elle ne marche pas, c'est pas grave. Vous irez regarder, c'est très simple d'utilisation. Et en fait, il y a vraiment l'essentiel. Et quand il n'y a pas l'essentiel, vous nous posez la question. On sera toujours là pour y répondre. Alors ça, c'était en guise d'introduction, une présentation ultra courte et ultra facile. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous traiter juste l'imagerie musculo-squelettique avec qu'est-ce qu'il faut choisir. Alors, moi, le but, c'est de vous présenter quelque chose de très pragmatique, de très simple, de revoir un peu les bases pour que vous puissiez comprendre quel est l'outil qui est adapté pour étudier, explorer une structure anatomique élémentaire. Alors, en structure anatomique élémentaire, en pathologie musculo-squelettique, il y a l'os compact, ce sont les corticales osseuses, l'os spongieux, c'est à l'intérieur de l'os, les synoviales, le cartilage, les fibrocartilages, ça représente essentiellement les ménisques, et les labromes, c'est-à-dire au niveau du cotyle et de l'épaule. Et puis le disque radio-ulnaire distal. Enfin, il y a les ligaments, les tendons, et après tout l'ensemble des parties molles, muscles, nerfs, fascia, etc. Les outils dont on dispose, vous les connaissez, radiographie, l'échographie, le scanner, l'arthroscanner, l'IRM, l'arthro-IRM, je passe sur la scintigraphie, pour ici. Et moi, l'objectif de cette soirée, c'est de vous aider à vous créer des connexions nerveuses entre, d'une part, ces structures anatomiques élémentaires et l'outil qui va être adapté pour l'étudier. On ne va pas procéder par pathologie, ce serait trop vaste, mais telle structure anatomique, tel outil, et après vous faites la synthèse dans votre tête. C'est facile. L'os, qu'est-ce que c'est? Alors dans la gamelle, qu'est-ce qu'on a? L'os, c'est d'abord de l'os cortical, donc c'est la périphérie de l'os, c'est de l'os qui dit aversien, calcium, cellule osseuse, c'est un os très compact. Au centre, là, c'est de l'os spongieux, donc comme vous le voyez, c'est essentiellement de la graisse, c'est ça qui est bon. Du tissu hématopoïétique et quelques travées osseuses, un espèce de réseau trabéculaire, comme une tour Eiffel de travées osseuses. Et en périphérie, autour, une très fine lame qu'on appelle le périoste. L'os compact, la corticale, c'est cet os-là. Vous voyez sur le scanner, ici, c'est un os dit aversien, fraction minérale, essentiellement des cristaux de calcium, quelques cellules osseuses. Il est affecté par différents processus pathologiques que vous savez, des fractures, raréfaction, densification, dystrophie, lyse, etc., etc., etc. Les radiographies pour l'os cortical, c'est l'examen de référence, vous le savez. Le calcium, c'est un écran au rayon X, et donc ça nous permet d'obtenir d'excellentes radiographies. Donc pour l'os compact cortical, la radiographie, examen de référence, première intention. Alors, là où la radiographie va avoir des limites, c'est dans les régions anatomiques un peu difficiles, où il y a des superpositions. Et là, le scanner, lui, va intervenir, parce que le scanner, c'est pareil, c'est basé sur les rayons X, donc excellente imagerie de l'os cortical, mais c'est un faisceau qui tourne autour du patient, donc qui vous amène une imagerie en 3 dimensions. Donc 3 dimensions, dans toutes les zones où il y a des superpositions, c'est très appréciable. Vous avez un exemple ici, on a une fracture du calcanéus. Sur les radiographies, c'est toujours assez complexe. Et bien, quand vous faites un scanner, vous avez ici les 3 plans. Vous délimitez parfaitement tous les traits de fracture, les déplacements, les incongruences articulaires, etc., etc. Donc le scanner, c'est valable là où il y a des superpositions, le tarse, le carpe, le bassin et le massif facial. L'IRM. Alors l'IRM, c'est un peu contre-intuitif, mais ce n'est pas une imagerie de l'os cortical.
Pourquoi? Parce que les propriétés de l'IRM, c'est un gros aimant, et l'imagerie, elle est formée par quoi? Par des protons d'hydrogène. Dans l'os cortical, je vous ai dit, c'est du calcium. Qui dit calcium, dit pas de protons d'hydrogène. Pas de protons d'hydrogène, dit pas de signal. Donc l'os cortical, attention, écoutez bien ce que je dis, c'est l'os cortical dont je parle uniquement. En IRM, c'est un A-signal, pas de signal. Il est noir sur toutes les séquences. Vous avez ici en T2, vous avez ici en T1. Donc ça n'est pas une imagerie adaptée à l'étude de cet os. D'ailleurs, quand il y a une fracture, on ne fait pas des IRM pour rechercher des fractures ou étudier les différents traits de fracture. Vous le savez parfaitement. L'échographie, c'est pareil, ce n'est pas un outil adapté, puisque les ultrasons sont arrêtés par la surface osseuse, et l'os cortical, on va en voir qu'une surface qui est immédiatement sous la sonde. D'accord? En profondeur, vous voyez que derrière, il n'y a plus d'image. C'est arrêté, là vous avez un numérus en coupe axiale, c'est arrêté, il n'y a plus d'image. Donc un outil qui est pas terrible. Et pourtant, des fois, on va vous dire qu'il y a une fracture à l'échographie. Vous l'avez déjà vu, vous avez déjà eu des comptes rendus. Je vous donne cet exemple qui est très récent. C'est un patient de 42 ans, traumatisme il y a 15 jours, il a une radio aux urgences du CHT. Elle aurait été normale, je ne l'ai pas vue, il vient pour rechercher une rupture de coiffe. Et ben, quand on fait l'écho, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'écaille de la scapula? On a une espèce de cale osseux qu'on voit ici, on complète par un scanner et on confirme qu'il y a une fracture au niveau de l'écaille de la scapula. Vous avez aussi l'échographie, son avantage, c'est qu'elle permet de voir le périoste. Le périoste, c'est cette petite lame là sur un genou, je pense, d'un enfant. Et quand il y a un hématome périosté, on le voit très bien en échographie et ça va pouvoir permettre de détecter parfois des petites fractures de fatigue comme ça qui sont à peine en radiographie et qui vont être très bien visibles également au niveau des côtes en échographie. Donc ce n'est pas un outil pour l'os cortical, mais quand même des fois, eh ben, ça rend des services. Alors le tableau de synthèse pour l'os compact, la radio, le scanner, c'est les bons outils. L'IRM, l'échographie, ce n'est pas les bons outils pour l'os compact. Donc il y a une première règle d'or. En imagerie musculo-squelettique, on ne fait pas d'écho ou d'IRM si on n'a pas de cliché radiographique. À moins d'être parfaitement certain qu'on n'a pas un processus qui puisse atteindre l'os. Si vous êtes certain, je vous parle d'appareils musculo-squelettiques. Si on est sur des lésions de la peau ou des choses comme ça, c'est autre chose. Mais quand on parle musculo-squelettique, il ne faut pas faire de radio d'IRM ou d'écho parce qu'on se prive de l'analyse de l'os cortical. Le spongieux, je vous ai dit, c'est l'os qui est à l'intérieur de l'os. D'accord? Dans l'os à moelle, c'est ce qu'il y a au milieu. Ça comporte quoi? De la graisse, en majorité, du tissu hématopoïétique, des vaisseaux, avec une évolution vers une majoration de la proportion de graisse au fil de l'âge. On appelle ça une conversion graisseuse. Les os deviennent de plus en plus graisseux. Cet os est affecté également par divers processus pathologiques, des fractures, l'œdème, l'infection, des hémopathies, etc. La radiographie, ça va être un examen d'entrée de gamme, qui est un bon examen pour étudier l'os spongieux. Vous voyez ici sur cette lésion cartilagineuse. Mais qui manque de sensibilité parce que c'est une projection en deux plans. Donc il faut déjà que le processus il ait atteint une certaine épaisseur du spongieux pour qu'on puisse commencer à le voir. Surtout que vous avez de la corticale qui est devant, derrière. Donc c'est un outil d'entrée de gamme, mais ce n'est pas l'outil idéal. Le scanner, bah, c'est pareil, hein, 3 plans, donc on s'affranchit des superpositions. On va mieux délimiter la tumeur cartilagineuse. Vous voyez qu'on en a la matrice qui est bien visible là dans les 2 plans. On en voit un peu les calcifications, etc. Donc on augmente un petit peu en puissance diagnostique au scanner. L'échographie, ça vaut rien. Je vous ai dit que la corticale, elle arrête les ultrasons, donc a fortiori le spongieux, on ne va pas le voir. Je vous montre ce petit cas clinique, c'est pareil, une dame de 84 ans, scapulalgie, on l'envoie pour une échographie seule. Ben, elle a une rupture de coiffe, mais bon, elle a mal la nuit surtout, c'est vachement inflammatoire sa douleur. Alors moi j'y rajoute une radio, la radio qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle a un os totalement mité, perméatif, complètement bouffé. Quand on lui fait le scanner, c'est pareil, l'os il est complètement lisé. L'IRM, elle vous montre qu'il y a une extension dans toutes les parties molles, et quand on fait le bilan d'extension, eh ben, il y a des métastases partout. Donc l'échographie, c'est pas l'examen. L'IRM, c'est le gold standard pour le spongieux. C'est le meilleur outil. Donc je vous ai dit, c'est pas terrible pour l'os cortical, ouais, mais pour le spongieux, c'est super. Pourquoi c'est super? Parce que c'est un outil qui nous permet de voir parfaitement la graisse, parfaitement le tissu hématopoïétique. Pour l'os trabéculaire, ben, c'est du calcium, c'est pareil, ça va être un assignal, on ne va pas très bien le voir. Mais ça détecte parfaitement l'eau, l'œdème, grâce à des scintigraphies un peu spéciales qui sont des scintigraphies qu'on dit scintigraphiques-like, des séquences, pardon, scintigraphiques-like. Ça permet une caractérisation tissulaire, une étude de la vascularisation lésionnelle. Donc ça, c'est le gold standard pour le spongieux. Vous avez toujours notre fameuse tumeur cartilagineuse en chondrome.
Eh bien, en IRM, vous voyez qu'on la voit, qu'elle saute aux yeux. C'est extraordinaire. On en délimite parfaitement les limites. On peut étudier sa matrice. On peut injecter du gadolinium pour voir comment ça se rehausse. Et c'est extraordinaire. En termes de sensibilité, c'est le meilleur outil pour aller détecter un processus pathologique au niveau du spongieux. Vous avez ici quelqu'un qui a fait une longue marche. Il a mal au condyle latéral du genou droit. On ne voit rien du tout à la radio. On fait une IRM. Boum, ça flash. Scintigraphique-like. Tout est en hypersignal ici, et ça nous permet de démasquer une petite fracture trabéculaire sous-chondrale, une fracture de fatigue. Là, c'est merveilleux. Pour le spongieux, c'est merveilleux. Ici, dans les bilans d'extension, vous voyez qu'en termes de détection de lésions de remplacement, de lésions tumorales qui viennent infiltrer le spongieux, toutes ces lésions noires là sur la séquence T1, c'est de la tumeur. C'est du remplacement, et elles sont en hypersignal sur les séquences T2, donc en termes de détection, extraordinaire pour le spongieux. Alors le spongieux, je refais mon petit tableau récapitulatif. Radio, c'est l'examen de débrouillage du départ. Le scanner, on s'affranchit des superpositions, c'est un peu mieux. L'IRM, c'est le gold standard. Et l'échographie, il faut s'en méfier. D'où toujours ma petite règle d'or en pathologie ostéo-articulaire. Il ne faut pas faire d'échographie sans radio. Parce que là, on se prive de l'os cortical, du spongieux, à moins qu'on soit persuadé que ce ne sera pas un processus pathologique qui puisse affecter l'os. La synoviale. La synoviale, c'est la membrane qui tapisse les articulations, qui produit le liquide. En radiographie, on ne la voit pas. Vous le savez, on va pouvoir voir parfois une densification des parties molles qui va se révéler en IRM être une tumeur synoviale, une prolifération synoviale, mais on ne la voit pas. Par contre, on voit des signes indirects. Ces signes indirects, l'inconvénient, c'est qu'ils sont tardifs. Quand il y a un processus synovial qui se met en place, comme dans les polyarthrites, la prolifération synoviale, elle va, au niveau des zones de réflexion de la synoviale, comme ça, elle va venir éroder l'os. Et ça va se traduire par des signes tardifs au niveau des zones de réflexion, comme ça, à cet endroit-là. Sur les radiographies, on va retrouver des érosions marginales qui sont assez caractéristiques de processus expansifs synoviaux, comme également ici au niveau de ce genou. Mais c'est des choses tardives et indirectes. Le scanner, c'est pareil, on s'affranchit juste des 3 plans, ça reste de l'imagerie en rayon X, mais on va voir des signes indirects tardifs d'érosion liés à la prolifération. L'arthroscanner. L'arthroscanner, dans la mesure où on injecte directement dans l'articulation, on va mouler la synoviale. Donc on va avoir une image en négatif. Dès la radiographie, dès l'arthrogramme, on va pouvoir commencer à voir que là, il y a une prolifération. Là, il y a un lipome arborescent. On le voit ici également sur la coupe scanographique. On va pouvoir l'appréhender beaucoup mieux que sur les autres examens que je vous ai cités auparavant. Mais l'IRM, encore une fois, c'est le gold standard. C'est un extraordinaire examen pour aller regarder la synoviale, puisqu'on la voit directement. Il suffit d'injecter et on fait la différence avec le liquide qu'on a dans les articulations ou dans les gaines tendineuses. Vous avez ici cette synovite des fléchisseurs de la main. Elle est évidente en IRM. Ici, une synovite du genou, c'est évident. C'est le meilleur examen pour aller voir directement la synoviale. Avec l'échographie, pour les petites articulations superficielles. L'échographie, c'est extraordinaire aussi. Pour tout ce qui est superficiel, comme les mains et les pieds, vous savez que dans les bilans de PR, c'est l'examen qu'on va demander, parce qu'on la voit, la synoviale. Elle est ici, elle est épaissie, et puis elle est hypervascularisée. Et le degré d'hypervascularisation va pouvoir nous permettre de quantifier un petit peu l'activité de la maladie. L'échographie également, elle permet dans les zones qui sont accessibles de retrouver ces fameuses érosions dont je vous ai parlé. On les voit parfois par prolifération synoviale. Alors pour la synoviale, le tableau récapitulatif, radio, bof, scanner, bof, l'IRM gold standard et l'échographie, c'est très bon pour tout ce qui est petit. Maintenant, le cartilage hyalin. Le cartilage hyalin, les radiographies, elles ne montrent pas directement le cartilage hyalin, mais elles montrent des signes indirects qui sont également tardifs. Mais quand ça commence à parler cliniquement, souvent c'est que c'est tardif, et souvent ils peuvent être suffisants à apporter le diagnostic d'une pathologie du cartilage. Et puis la radiographie, elle a un grand avantage, c'est que c'est le seul examen qu'on va réaliser en charge. Donc il va nous montrer le rôle de l'orthostatisme, de la pesanteur, sur les déformations qui peuvent être à l'origine ou secondaires à cette chondropathie. Donc la radiographie va nous montrer les signes cardinaux indirects, qui sont les amincissements des interlignes, vous les connaissez tous, les géodes parce que le liquide articulaire passe à l'intérieur, la condensation, et puis quand le cartilage est suffisamment usé, la surface osseuse elle essaie de s'étendre pour répartir la pression, donc elle construit des ostéophytes, et quand ces ostéophytes y cassent, ça fait des petits corps ostéochondromateux. Vous avez sur ces radiographies les pincements, les ostéophytes, les géodes, les corps ostéochondromateux, pas celui-là, mais celui-là, dans un kyste poplité. On a tous les signes
cardinaux indirects d'une usure du cartilage. Je vous ai dit, c'est le seul examen qui permet une appréciation statique. Seul examen en charge, d'où une règle, quand on fait des radiographies pour rechercher des chondropathies, c'est la règle des 3C, c'est comme ça que je l'appelle, cartilage, comparatif et en contrainte. Il faut faire les deux et il faut faire en contrainte pour voir. Et c'est pas le sujet là, les cartilages, mais pour le rachis, c'est pareil. Le rachis, c'est le seul examen, les radiographies, où on peut avoir une évaluation de la charge et du rôle de la charge, par exemple sur l'équilibre du rachis et sur éventuellement des glissements qui vont se majorer et qui vont avoir une incidence. Le scanner, c'est pareil, on va avoir des signes indirects comme à la radiographie. Parfois, on va mieux dépister les corps étrangers, ostéochondromateux secondaires, ces ruptures d'ostéophytes qui vont créer ces petits corps à l'intérieur des articulations. Mais c'est toujours des signes cardinaux indirects, sauf que là, on n'a pas d'évaluation en charge. L'échographie, ce n'est pas l'examen des cartilages, on ne les voit pas puisqu'on a une barrière acoustique, mais c'est pareil, on va pouvoir, en limite des articulations, parfois, on va détecter dans une petite arthrose des ostéophytes, des épanchements, des petits corps étrangers parfois intra-articulaires, des subluxations méniscales lorsqu'il y a un pincement articulaire. Mais c'est des signes qui sont pas très précoces et pas très performants. L'arthroscanner, lui, c'est le meilleur examen actuellement d'analyse du cartilage. Alors pour les machines, par rapport à l'IRM conventionnel, des machines distribuées dans la majorité des centres. Parce que l'arthroscanner, il a une résolution extraordinaire, il vous permet directement de voir le cartilage qui est moulé ici, par le produit de contraste que vous injectez. Donc il va vous permettre de détecter la moindre ulcération cartilagineuse, les géodes en dessous, pareil, tout le reste, l'état de l'os sous-chondral, ici des usures cartilagineuses qui sont plus importantes, ici des ulcérations multiples. C'est l'examen le plus sensible. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à chaque fois. Je vous dis, c'est l'examen le plus sensible. Mais une radiographie qui montre déjà une arthrose, ça ne vaut pas le coup d'aller à l'arthroscanner derrière. L'IRM, c'est un bon outil, mais dans les machines dont on dispose dans la majorité des centres, ça reste encore une résolution spatiale qui est un peu inférieure à l'arthroscanner, et surtout, c'est des séquences qui sont très longues, qui prennent du temps, qui sont chronophages. Donc l'IRM est encore un peu en retrait, mais ça risque de changer dans les évolutions à venir. Elle risque certainement de rattraper, d'égaler l'arthroscanner. Je vous en montrerai des exemples avec le genou que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez ici en arthroscanner l'ulcération cartilagineuse. Vous voyez qu'ici en IRM, je trouve que le cartilage il est ici, on a des petites anomalies de signal, mais c'est vachement difficile d'affirmer cette ulcération, son extension, etc. par rapport à l'arthroscanner. On voit bien la géode sous-chondrale, on voit bien, comme c'est l'imagerie du spongieux, l'œdème qui l'accompagne. Mais pour l'étude directe du cartilage, également sur ce versant, là, il y a une usure du cartilage. Quand on regarde par rapport aux autres cartilages, il est beaucoup plus fin. Sur l'IRM, c'est plus difficile. Ici, arthroscanner, IRM également au niveau de la cheville. Là, vous avez une petite ulcération cartilagineuse du dôme. Ici, on voit franchement l'œdème dans le spongieux par imprégnation du liquide articulaire. Mais l'ulcération, la visualisation directe, elle est délicate. Donc, l'arthroscanner est supérieur. Donc pour le cartilage, en résumé, les radiographies signes indirects, mais l'avantage quand même d'évaluer en orthostatisme. Le scanner, c'est des signes indirects également. L'arthroscanner, c'est vraiment un excellent examen, très performant, mais encore une fois, c'est un examen invasif, donc est-ce qu'il faut le faire pas toujours, non. L'IRM, c'est un bon examen, mais l'avenir la rendra certainement encore meilleure. Je ne vous ai pas parlé de l'arthro-IRM parce qu'on ne la développe pas beaucoup ici pour des raisons d'organisation, mais c'est un outil qui va rejoindre le niveau de l'arthroscanner, et l'échographie, pour le cartilage, non. Les fibrocartilages, maintenant, ça représente essentiellement les ménisques, que vous connaissez bien, mais un peu moins bien les labromes cartilagineux qu'on retrouve au niveau de la glène, là, à l'épaule, et au niveau du cotyle, ici, à la hanche, et également le disque radio-ulnaire distal. Bon, ils peuvent être affectés par différentes pathologies, des fissures, essentiellement des désinsertions, des languettes, des kystes. Les radiographies, elles n'ont pas un grand intérêt pour l'étude des fibrocartilages. On peut voir parfois des calcifications méniscales avec un intérêt extrêmement réduit, mais quand on a, par exemple, sur des radiographies, une gonarthrose aussi sévère que celle-là, on peut se poser la question de l'intérêt d'aller explorer les ménisques, parce que les ménisques, dans ces cas-là, ils sont forcément pathologiques. L'échographie, c'est pareil, on ne voit pas les fibrocartilages,
Parfois, on arrive à, si on s'applique, à bien voir quand même un petit peu des petits segments méniscaux, mais on n'arrive pas à les appréhender dans leur entièreté. On va pouvoir voir des morceaux de ménisque, parfois on détecte une fissure, on peut détecter une extrusion d'un ménisque, ici également, même un petit kyste paraméniscal, mais il faut retenir que ce n'est pas l'examen pour explorer les ménisques, hein, et encore moins les autres fibrocartilages. L'IRM, c'est le gold standard pour les ménisques. C'est le gold standard parce que c'est pas agressif, c'est pas invasif, c'est pas comme l'arthroscalaire, et ça va aussi bien. Ça permet parfaitement de visualiser les petites languettes méniscales comme illustré ici, luxées, toutes les fissures. Ça permet de classer les fissures méniscales, qu'elles soient longitudinales comme ça, longitudinales très étendues, puis ça vous donne l'anse de saut, ou qu'elles soient radiaires en rayon de roue comme cela, ou horizontales comme cela. Donc vous voyez, ça permet de détecter, de décrire ces fissures de façon parfaite. L'IRM pour les autres fibrocartilages que sont les labromes au niveau du cotyle, de l'épaule et le disque radio-ulnaire distal, encore une fois, avec les machines qui sont le plus distribuées dans la majorité des centres, elles manquent encore de résolution spatiale, et pour la visualisation directe de ces structures, il faut des machines à Auchan, des séquences particulières, et on est encore un peu limité pour ces structures-là. Vous voyez, on peut voir des kystes paralabraux, on voit parfois certaines fissures, mais l'arthroscanner, c'est comme pour le cartilage, il est encore supérieur largement à l'IRM pour étudier ces labromes au niveau du cotyle, de la glène, et également le disque radio-ulnaire distal. Vous avez ici l'arthrogramme, vous voyez qu'on voit parfaitement ces fibrocartilages. Et ici, sur l'arthroscanner, on les détecte et on les image de façon extraordinaire. Vous avez ce cas clinique que j'ai vu il y a quelques jours. C'est un jeune marin, il a 35 ans, il a des scapulalgiques chroniques. On commence par une échographie sans radio. À l'écho, il a une bursite. Bon, allez hop, bursite, on fait une infiltration, ça ne marche pas. On lui fait une IRM derrière. Il n'y a toujours pas eu de radio. À l'IRM, il a une petite fissurette de la face bursale, il est pris en charge par le kiné, etc. Puis finalement, au bout d'un moment, ça c'est l'IRM, hein, je vous la montre. Alors il y a un petit épanchement de la bourse qui signifie pas grand-chose. Finalement, il a un arthroscanner. Et l'arthroscanner, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre qu'il y a une ulcération, là, une dissection cartilagineuse. Il a également une désinsertion du labrome qu'on va voir parfaitement ici sur la coupe coronale. Vous voyez tout le blanc que vous voyez là, c'est pas la corticale osseuse, c'est le liquide qui est le liquide injecté. Le labrome, il est ici, et là c'est la désinsertion du labrome. Donc ce patient, il a traîné finalement à l'arthroscanner. On a parfaitement pu imager le labrome, et en IRM, pardon, on ne voyait pas tout ça. On ne voyait pas la pathologie cartilagineuse ni la pathologie labrale. L'arthroscanner pour les ménisques, c'est un très bon examen également, mais c'est invasif. C'est pour ça que je vous ai dit que l'IRM, ça reste l'examen de première intention. On voit bien les ménisques, mais c'est beaucoup plus invasif. Et aujourd'hui, dans la mesure où l'IRM est équivalente, c'est pas justifié d'aller à l'arthroscanner, sauf dans certaines conditions locales ou loco-régionales, quand on n'a pas accès facilement à l'IRM, ce qui est un petit peu le cas ici, malheureusement. L'arthro-IRM, ça regroupe un peu toutes les qualités de l'arthroscanner et de l'IRM, donc ça va être excellent pour l'étude de ces labromes, mais encore une fois, on ne l'a pas beaucoup, enfin voire pas du tout développé ici, et ce sera certainement à faire. Alors pour les fibrocartilages, je vous résume, les radios, le scanner, bof. L'arthroscanner, excellent au niveau des labromes, et également, j'en ai pas parlé, au niveau du disque radio-ulnaire distal. L'IRM, examen de référence pour les ménisques. L'arthro-IRM, eh bien, c'est un très bon examen, et l'échographie n'a pas sa place. Pour les ligaments, c'est un peu plus compliqué. Ça va se jouer entre l'écho, l'IRM, l'arthroscanner, l'arthro-IRM, et c'est un petit peu en fonction des articulations. Les radios, on ne les voit pas, les ligaments, vous le savez, mais parfois, elles nous donnent des signes indirects qui peuvent être suffisants. Quand vous avez ici des avulsions osseuses aux 2 points d'insertion du ligament talonaviculaire dorsal, on sait que le ligament il est pété et qu'il y a une entorse de Chopard. Quand vous avez une fracture comme ça, qui est la fracture de second, c'est une fracture par arrachement du ligament antérolatéral, et cette fracture, elle s'accompagne toujours d'une rupture du ligament croisé antérieur. C'est pathognomonique. Quand vous avez une écaille comme ça arrachée sur la fibula, c'est soit que le rétinaculum il a été arraché par une luxation des fibulaires, soit que vous avez eu une entorse du plan collatéral latéral. Elles sont parfois également suffisantes au niveau du poignet, puisque vous avez au niveau du poignet ces ligaments intrinsèques qu'on nous demande pas, de façon pas exceptionnelle d'aller regarder en échographie. On ne les voit pas en échographie, on les voit très mal.
En tout cas, on ne les voit pas en entièreté. Et les radios, par contre, elles vont nous montrer des signes indirects. Quand vous avez un écart comme ça, ben c'est que le train des os de la première rangée du carpe, qui sont tous reliés les uns aux autres par ces ligaments, et ben ici, le ligament, il est forcément rompu. Donc la radio est suffisante. Et des fois, on arrive à ce stade tardif, parce qu'une lésion comme ça, elle aboutit à une arthrose à la fin. Et quand on arrive là, c'est trop tard. C'est une lésion ligamentaire qui a été méconnue. Mais la radio, là, elle est suffisante. On sait qu'il y a une rupture du ligament. Le scanner, c'est un peu pareil. Ça va être des signes indirects, avec, encore une fois, ça franchit les superpositions. On est en 3 dimensions, donc on va voir plus facilement certaines fractures. Ici, au niveau du rostre, qui signe une rupture de ce ligament qui est bifurqué, donc qui signe une entorse de Chopard, etc. L'échographie, c'est un très bon examen, pas pour tous les ligaments. Pour la cheville, pour moi, c'est un examen de référence de première intention qui concurrence largement l'IRM. Vous avez ici le ligament talofibulaire antérieur normal d'un patient témoin, c'est-à-dire moi-même. Et vous avez ici des épaississements quand vous avez ce ligament qui est distendu. Ici, une avulsion osseuse avec une rupture. Donc pour la cheville, c'est un excellent examen, on va en reparler. Pour le genou, c'est un bon examen pour les ligaments collatéraux, médial, latéral, mais vous ne verrez jamais le croisé. Au niveau de certains ligaments de l'épaule, pas tous, mais il y a certains ligaments qu'on voit bien. Au niveau du coude également. Et au niveau des doigts, certains ligaments sont appréciables. L'arthroscanner, pour les ligaments, retenez qu'au niveau du poignet, c'est l'examen de référence. On parlait tout à l'heure du disque radio-ulnaire distal, c'est l'examen de référence également. Vous voyez ici, il y a une rupture du disque entre le radius et l'ulna, c'est ça le disque radio-ulnaire distal, le fameux TFCC, enfin une partie du TFCC. Mais pour ces ligaments scapholulaires, lunotriquetral, ces ligaments de la première rangée du carpe dont je vous parlais tout à l'heure, quand on ne voit pas la rupture à la radio par des signes indirects, ben l'arthroscanner, c'est lui qui va nous les montrer, c'est pas l'IRM. Hein. Il nous montre parfaitement ces ruptures, ces perforations ici. Il nous montre quand c'est normal, ici, dans une coupe axiale, les ligaments continuent. Il nous montre parfaitement la rupture, le moignon ligamentaire. Ici également, la rupture du disque radio-ulnaire distal. L'arthroscanner, c'est un bon examen au niveau de la cheville, mais dans la mesure où on a l'échographie et l'IRM, pourquoi aller piquer et faire un examen qui est invasif? Ben parfois, quand on suspecte des lésions associées, comme on veut faire le bilan d'une lésion ostéochondrale associée, ben l'arthroscanner va avoir sa place. Mais en première ligne, non. L'IRM, c'est un bon examen, pas pour tous les ligaments également. C'est bien pour la cheville, c'est excellent et c'est l'examen de référence pour les croisés, largement devant l'arthroscanner. C'est bien au niveau du coude, c'est bien pour certains ligaments de l'épaule. Vous avez ici au niveau de la cheville un ligament talofibulaire antérieur, un ligament talofibulaire pathologique très épaissi, également ici, et ici un ligament calcanéofibulaire. Ce sont les ligaments du plan collatéral de la cheville. Pour le croisé, je vous disais tout à l'heure, vous avez ici deux coupes, je vous montre la comparaison, arthroscanner, IRM. Ici, on a une rupture du croisé antérieur, on la retrouve en IRM. Ici, c'est le même patient que là. Ben là, on est bien embêté hein, en arthroscanner pour le croisé. On ne sait pas trop ce qui se passe. Alors qu'en IRM, on a un ligament croisé qui est pathologique et qui est manifestement rompu de façon évidente. Alors, si on a le temps, je vous fais un petit aparté sur l'entorse de la cheville, parce que j'ai remarqué que la place de l'imagerie dans l'entorse de la cheville, elle n'est pas toujours très claire. L'entorse de la cheville, en fait, il n'y a pas une entorse de la cheville, il y a 3 entorses de la cheville. C'est là toute la subtilité. Il y a 3 entorses. Il y a celle qui atteint l'articulation tibiofibulaire distale, entre le tibia et la fibula. Donc là, c'est la syndesmose qui va être affectée. On a une rupture de ces ligaments qui va s'étendre parfois à la membrane interosseuse. Donc il y a cette entorse-là. Il y a l'entorse que vous connaissez tous du plan collatéral, latéral ou médial. Et il y a l'entorse de Chopard qui est ici, entre le talus et le calcaneus et le médiopied. Donc il y a 3 entorses. Et ces 3 entorses, elles sont différentes. Quand on a une suspicion d'entorse de cheville grave, c'est-à-dire selon les critères d'Ottawa, l'œdème, la marche impossible ou douloureuse, etc., eh bien, la première question qu'on se pose, c'est pas l'entorse, c'est est-ce qu'il y a une fracture? Donc, toute suspicion d'entorse, la première chose, c'est est-ce qu'il y a une fracture? Donc, des radiographies. Os corticale, radiographie, on revient dessus. 4 incidences. Si vous avez passé 4 incidences, c'est que le bilan, il est mal fait. Face, profil, rotation interne 20 degrés, déroulé du pied. Donc, première chose, j'ai une suspicion d'entorse, je fais des radiographies.
Je ne demande pas une échographie en urgence. Je fais des radiographies. Il y a une fracture, oui. C'est plus du recours de la médecine générale. On l'envoie à l'orthopédiste et il fera sa prise en charge spécifique. Il y a une fracture, non. Et bien là, on est dans le cas de l'entorse. Il y a une fracture, non. On est dans le cas de l'entorse. Quelle entorse? Puisqu'il y en a 3. Les ligaments collatéraux, la syndesmose entre le tibia et la fibula, ou l'entorse de Chopard, ici. Eh bien, le mécanisme, le siège de la douleur, votre examen clinique, il va vous orienter. Soit vous n'avez pas de doute, cliniquement. Donc vous avez votre entorse, radio normale, vous l'examinez, j'ai pas de doute, c'est le plan collatéral latéral, j'en suis sûr. Ben, vous n'avez pas de doute, vous le traitez comme un plan collatéral latéral. Protocole Rice, repos, glace, compression, élévation. La TLR-CAS 3 semaines avec marche, la rééducation. La TLR-CAS, elle permet flexion-extension. Et ça, c'est pas délétère pour les plans collatéraux. Maintenant, j'ai un doute. J'examine, il faut examiner. J'ai un doute. C'est le plan collatéral, c'est la syndesmose, c'est le Chopard. C'est là qu'est la place de l'écho. J'ai un doute, écho. Ou IRM si vous êtes à l'hôpital américain à Paris ou si vous avez les moyens de l'avoir rapidement. Mais là, j'ai un doute, je fais une écho. Et l'écho, elle doit répondre qu'à ça. Entorse de la syndesmose, plan collatéral ou Chopard. C'est tout ce qu'elle doit vous dire. Si elle vous dit c'est le plan collatéral, latéral ou médial, on retombe là-dedans, AirCast. Si elle vous dit c'est le Chopard ou la syndesmose, c'est plus pareil. Le protocole, c'est la botte longue, décharge 15 jours, anticoagulant. Là, le pied, il est bloqué. Il ne peut pas faire extension-flexion. S'il fait extension-flexion, le talus, il est plus large, il n'a pas la même largeur en avant et en arrière. Et quand vous faites une flexion-extension, les deux os de la mortaise entre le tibia et la fibula s'écartent. Une entorse de la syndesmose ne peut pas cicatriser si le patient fait des flexions-extensions. Donc le traitement n'est pas le même, c'est la botte, en décharge pendant 15 jours avec anticoagulant, puis avec marche autorisée pendant 15 jours, et enfin la rééducation. Donc voilà la place de l'échographie en urgence. J'ai un doute, je veux savoir quel type d'entorse c'est avant de traiter mon patient. À 3 mois, il faut le réévaluer. Est-ce qu'il y a une cicatrisation? Oui, aucun symptôme. Non, il reste des douleurs, des sensations d'instabilité, récidive d'entorse. Et bien là, c'est la consultation orthopédiste parce qu'il y a une instabilité. C'est le bilan d'imagerie avec des radiodynamiques. C'est là la place des radiodynamiques. Hein. Ce n'est pas en urgence, faites un varus forcé, un valgus forcé, jamais. Les radiodynamiques, c'est à distance. Et l'écho ou l'IRM pour évaluer les différentes lésions ligamentaires. Pour les ligaments, donc, le petit tableau synthétique, la radio bof, le scanner bof. L'arthroscanner, pour le poignet, c'est un très bon examen. Attention, c'est invasif. Il ne faut pas faire des arthroscanners à tous les poignets. Quand il faut quand même bien les examiner, peser le pour et le contre. L'IRM, c'est un bon examen pour certains ligaments également, en particulier pour les croisés. Retenez que pour les croisés, un bilan de genou traumatique, c'est l'IRM qu'il va falloir demander, pas l'arthroscanner. L'arthro-IRM, j'en parle pas trop. Et l'échographie, c'est excellent pour tous ces ligaments superficiels auxquels on a accès facilement, et en particulier pour la cheville. Pour les tendons, c'est un peu moins complexe que pour les ligaments. En gros, très synthétiquement, superficiel, en échographie, on va être très bon. Profond, ça sera plutôt de l'ordre de l'IRM. Alors, superficiel et profond, ça ne veut rien dire, en fait, parce qu'en fonction du morphotype des patients, ce qui chez quelqu'un est superficiel, il devient très profond chez d'autres. Donc, ça dépend un peu des patients. Donc c'est un peu à juger. Alors la radio, les tendons, elle ne les voit pas, mais elle voit les calcifications, qui ne seront pas toujours visibles sur les autres modalités. Elle voit les calcifications, des fois c'est carrément suffisant pour affirmer qu'il y a une tendinopathie calcifiante, une résorption de calcification, une pathologie liée à ça. Elle voit les déformations acromioclaviculaires, les ostéophytes qui peuvent favoriser des conflits, mais c'est tout. Le scanner, c'est pareil, on retourne toujours sur, on s'affranchit de la projection en deux plans. Ça n'apporte pas beaucoup plus. L'échographie, c'est l'examen de référence en première intention, vous le savez. Là, c'est un tendon de mon épaule parfaitement normal. Ici, c'est un artefact, il ne faut pas en tenir compte. C'est des artefacts d'anisotropie. Le tendon, vous voyez qu'on voit parfaitement le tendon supraépineux. Et ici, c'est une rupture. Vous voyez comme on la voit bien, la rupture. La tête est ici. Je vous ai mis le dessin ici pour que vous compreniez l'image. Ici, c'est l'insertion sur le tubercule. La tête est ici, le cartilage est là. On voit ce morceau de tête, puis après, on ne voit plus rien parce que les échos, ils ne passent pas l'os, comme je vous ai dit. Et là, vous avez la rupture, on la voit parfaitement. On voit les calcifications dans les tendons. Donc, excellent examen. Regardez au niveau des tendons fléchisseurs des doigts, le superficiel, le profond. On voit les poulies, ces petites poulies digitales. On peut les infiltrer sous échographie. On voit tout ça de façon extraordinaire en échographie. Tous ces tendons superficiels sont très bien appréhendés. L'IRM, c'est un très bon outil.
Pour les petites structures superficielles, des fois, l'échographie est vraiment concurrentielle, hein, elle est largement aussi performante. Ici, je vous ai montré un exemple de rupture. Vous avez les tendons fléchisseurs des doigts, le superficiel et le profond. Puis ici, ben, on n'a plus qu'un superficiel, il n'y a plus de profond, donc il est rompu. Mais l'IRM, c'est un très bon outil. Ici, vous avez une rupture du tendon d'Achille, mais regardez, en écho, j'avais la même chose, hein. Là où l'IRM va être très intéressante, c'est pour les tendons profonds. En particulier, ces tendons de la hanche où on fait des tonnes d'échographies qui sont parfois vraiment pas performantes parce que dès que les gens sont un petit peu étoffés, eh bien, l'échographie, elle va être prise à défaut. On va raconter un peu n'importe quoi. Vous trouvez des petits anthésophytes ou des choses qui n'ont pas vraiment de signification. Alors qu'à l'IRM, on sera beaucoup plus spécifique, beaucoup plus sensible pour aller détecter, par exemple, ici, une bursite en périphérie du grand trochanter et une tendinopathie des glutéaux ici. Attention aux calcifications en IRM. Les calcifications, c'est noir. Les tendons, c'est noir. Noir sur noir, ben, on ne les voit pas. On les voit mal, souvent. D'accord ? D'où l'intérêt de la radiographie avant d'avoir une IRM. On voit pour les tendons profonds, comme les désinsertions ici des ischio-jambiers, qui sont des tendons parfois difficiles chez les gens un petit peu costauds. On les voit parfaitement en IRM. On les voit en échographie chez les gens un peu plus sveltes, mais on est bien aidé en IRM. L'arthroscanner, c'est un bon examen, en particulier au niveau de l'épaule. Vous avez ici, vous voyez, un arthrogramme, on ponctionne dans l'articulation. Le tendon, il est là. Le liquide articulaire, si le tendon est rompu, il passe. Voilà, le liquide, il passe. Et là, le tendon, vous voyez, il y a son bord proximal ici, sa distalité. Là, il y a une rupture qui est dite transfixiante, c'est-à-dire qu'elle traverse. Et elle est communicante, c'est-à-dire qu'elle communique avec l'articulation. C'est les deux termes qu'on utilise souvent. Alors, la limite de l'arthroscanner en épaule, c'est quoi? Ben, si la rupture, elle n'est pas communicante, c'est-à-dire qu'elle ne communique pas avec l'intérieur de l'articulation, vous injectez le contraste. Ici, ça, c'est un exemple très récent. Je crois que c'est il y a quelques jours, on était à l'IRM avec Antoine. Il y a ce patient qui avait eu un arthroscanner normal. Il avait une échographie, on lui a dit il y a une rupture de la coiffe. Il nous dit vous êtes tous fous là. J'ai un arthroscanner qui est normal. À l'écho, on me dit que j'ai une rupture. Il a l'IRM, ben oui, il a une rupture, elle est là la rupture. Mais il reste toujours un petit peu de tendon là. Il reste un petit peu de tendon. Donc la rupture, elle n'est pas communicante. Elle ne communique pas avec l'articulation. Le produit de contraste injecté, il passe pas dedans. Donc on le rate à l'arthroscanner. C'est la limite. Et les lésions interstitielles, purement intratendineuses, on va les rater alors qu'on les aura en IRM. L'arthro-IRM, j'en parle pas, mais ça conjugue encore une fois les intérêts de l'arthroscanner et de l'IRM. C'est un excellent examen pour tous les tendons. Le récapitulatif. Les radios, le scanner, ben on va détecter les calcifications, mais on ne voit pas directement les tendons. L'arthroscanner, c'est un excellent examen. C'est bien au niveau de l'épaule avec les limites que je vous ai énoncées. Attention aux ruptures non communicantes. L'IRM, excellent examen. Attention aux calcifications qui peuvent être méconnues dans les tendons, noir sur noir. L'arthro-IRM, ben c'est excellent. Et l'échographie, pour tout ce qui est superficiel, c'est vraiment un très très bon outil. Maintenant, je vais terminer avec le reste, tout le paquet des parties molles, muscles, fascia, graisse, etc. En gros, très simplement, le superficiel, ça va être facile en écho, et le profond, ça va être facile en IRM. La radio, elle n'a pas un grand intérêt, sauf à détecter parfois des calcifications ou des ossifications. Ça a parfois son intérêt dans certaines pathologies, par exemple dans les myosites ossifiantes circonscrites, qui sont des lésions post-traumatiques qu'on retrouve souvent chez les enfants. Et bien, la radio va avoir un grand intérêt parce que quand on attaque ça en IRM, ben, ça fait très peur, ça ressemble à des tumeurs et parfois on part sur des diagnostics totalement erronés. Donc la radio, les parties molles, bof, mais des fois ça permet de détecter des choses, des phlébolites, des calcifications. Le scanner, pareil, on va détecter des ossifications, des calcifications, parfois de la graisse, mais ça reste très limité encore. L'échographie pour les parties molles, tout ce qui est superficiel, c'est excellent. Et surtout les petites structures comme les nerfs superficiels, là, on est vraiment concurrentiel, même meilleur qu'en échographie. Ici, vous avez un névrome du nerf médian. Le nerf médian, il est ici en longitudinal, il est ici coupé en axial. On voit parfaitement cette structure. Et si je vous montre d'autres petits nerfs, ici, c'est mon coude, le nerf ulnaire. Voilà, la surface de section, c'est 6 mm². Ici, vous avez sur la patiente qui était en face de moi, elle avait une espèce de neurofibromatose des nerfs médians. C'est encore un cas très récent. Et vous avez un énorme nerf médian ici, nerf ulnaire, excusez-moi. Vous voyez la taille de son nerf, on les voit de façon extraordinaire depuis l'épaule jusqu'au doigt. Ici, je vous montre des toutes petites branches qu'on peut voir. La branche superficielle du nerf radial, c'est des branches qui sont
extrêmement fine. Et là, un exemple de nerf médian bifide, comme ça. Voilà, donc pour toutes ces structures nerveuses, l'échographie, et pour toutes ces petites structures superficielles, c'est extraordinaire. L'IRM, c'est un bon outil, très sensible. Ça détecte l'œdème, ça détecte l'inflammation, ça permet la caractérisation tissulaire, l'étude de la vascularisation, de la perfusion, d'où son intérêt dans toutes les tumeurs. Toutes les tumeurs indéterminées en échographie, elles auront une IRM. Ça se terminera par une IRM. C'est indispensable. Là, je crois que c'est l'image du même petit nerf médian de tout à l'heure, le névrome, avec un petit kyste ici arthrosynovial, et avec une détection extrêmement précise de l'inflammation dans les parties molles. Vous voyez ici, là, il y a de l'inflammation dans le corps adipeux infrapatellaire. C'est parce qu'il y avait un frottement entre le tendon et la trochlée. C'est un conflit tendinotrochléen. Ça, on le verra avec aucun autre outil que l'IRM. Détection de l'inflammation, encore une fois, les séquences scintigraphie-like au niveau des parties molles. Et puis pour la caractérisation des tumeurs, là, je ne résiste pas, je vous montre ce dossier qui était un joli dossier de cas clinique qu'on pourrait présenter. Vous avez une tumeur des parties molles, donc l'IRM va être l'outil de caractérisation de ces tumeurs, des parties molles quand elles sont indéterminées en écho. Et en fait, ce qui m'aide, c'est qu'il y a ça dans le même champ de coupe. On a une lésion osseuse qu'on retrouve ici avec une tumeur. Ça, c'est un syndrome de Mazabro. C'est une dysplasie fibreuse avec une tumeur musculaire bénigne associée. Voilà, alors ce tableau, c'est ce qu'il faut que vous appreniez par cœur ce soir, là, donc vous le prenez dans votre tête, vous le ramenez à la maison. En conclusion, j'ai envie de vous dire, pas d'IRM ou d'échographie sans radio, ça c'est une règle générale. Encore une fois, toutes les règles générales peuvent être critiquées. Quand vous êtes sûr que ce ne sera pas osseux, que ce ne sera pas articulaire, mais on a plein d'exemples où on se trompe. Je peux vous en montrer des dizaines, donc il faut vraiment se méfier de ces examens quand on n'a pas de radio. L'os cortical, c'est la radio, le scanner. La moelle et l'os spongieux, c'est l'IRM. Les ligaments, les tendons superficiels, l'échographie. Les ligaments, les tendons profonds, l'IRM. Les parties molles, l'échographie, puis après l'IRM. Et toujours, évidemment, l'indication de l'examen qui est vraiment le garant de la qualité de ce qu'on va réaliser pour vous. Voilà, j'espère pas avoir été trop rapide, mais la soirée est chargée. Je vous remercie. Vous avez l'adresse ici pour poser vos questions quand vous en avez. C'est-à-dire quand vous voulez, il ne faut pas hésiter à nous contacter quand vous voulez savoir pour un examen. Donc vous pouvez m'écrire, moi, ou téléphoner. Et vous avez ici ces deux adresses qu'il faut que vous photographiez, des deux sites qui sont intéressants. J'insiste sur celui-ci, le guide du bon usage en radiologie. Voilà. Ok, parfait. J'ai pris, parce que c'est la vraie vie, j'ai pris des ordonnances, des photos d'ordonnances. Je n'ai pas laissé les noms. Mais vous allez peut-être reconnaître votre écriture. Voilà. Donc, je m'excuse à l'avance, mais les ordonnances que j'ai prises, en fait, il y en a 50 qui sont identiques et qui posent problème. OK ? Donc, on ne se vexe pas. Alors, les 4, avant de commencer les cas cliniques, on va voir 4 messages importants. La première, c'est, Emmanuel en a déjà parlé, une bonne ordonnance, c'est une ordonnance renseignée. Pourquoi ? Parce que ça va optimiser la prise en charge du patient et en plus, c'est médico-légal. Donc, c'est dans le Code de santé publique. Aucun acte exposant au rayonnement ionisant ou à d'autres agents physiques, donc ultrasons, champs magnétiques, ne peut être pratiqué sans un échange préalable d'informations écrites entre le demandeur, c'est-à-dire vous, et le réalisateur de l'acte, c'est nous. Donc là, je vous ai mis des petits exemples d'ordonnances. Donc là, on a la première à gauche, là. Échographie abdominopelvienne, c'est la première patiente du cabinet le mardi qui arrive, qui a fait un petit séjour aux urgences la veille. Elle vient avec juste cette ordonnance, résultat adressé au médecin traitant, elle n'en a pas. Elle a eu un interrogatoire, un examen clinique, un bilan biologique, j'imagine, aux urgences. Elle vient sans rien. Elle, vous connaissez l'interrogatoire ici, des fois c'est un petit peu difficile. Elle a mal au ventre, on lui a donné des petits cachets, là, les petits blancs. Voilà, c'est tout ce qu'elle sait. Et moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce qu'on cherche une pyélonéphrite, une colique néphrétique, est-ce qu'il faut qu'elle ait la vessie pleine, est-ce qu'on cherche une salpingite, est-ce que je dois lui faire une échographie endovaginale, est-ce que je dois chercher batailler pour trouver l'appendice, est-ce que je dois faire une étude à la sonde plate? Je ne vais pas tout faire, je ne peux pas passer 1h30 à faire une écho à une patiente. Donc c'est hyper important de nous dire pourquoi vous nous adressez les patients. Des fois, c'est très gentil, on ne nous dit pas pourquoi ils viennent, mais on nous donne des incidences. Donc ça, c'est vraiment c'est très mignon à vous. Je préférerais
qu'on ait l'indication, qu'on nous dise bah, c'est un traumatisme, c'est pas un traumatisme, c'est une douleur inflammatoire ou pas. Et effectivement, on connaît nos indications, les manips aussi, on sait ce qu'il faut qu'on fasse. Le deuxième message, c'est de ne pas faire un examen pour faire un examen. Des fois, on a l'impression qu'on cherche quelque chose, mais on ne sait pas trop. Donc, on part à la pêche, et c'est là où on ne va pas être bon. Ou on va faire un examen en attendant la bio. Ça, c'est pas en dehors de l'urgence. Je pense que c'est pas non plus l'idéal. Pour aller plus vite, en fait, on va perdre du temps, parce qu'on va faire des échos alors qu'il fallait faire un scan. On va faire un scan, mais qui ne sera pas bien protocolé. Et on va louper ce qu'on cherchait. J'ai demandé une écho parce que c'est plus rapide que d'avoir un scanner. Bah ouais, mais si on voit pas ce qu'on veut voir, ça sert à rien. Il a déjà eu 3 scanners, mais il a encore mal. Voilà, la radiologie thérapie. Donc peut-être c'est parce qu'on ne voit pas en scanner quel est le problème et qu'il faut changer d'examen. Et enfin, les surveillances des pathologies bénignes, typiquement les surveillances de hernie discale, discopathie. C'est l'indication de l'examen. Et puis, on ne sait pas pourquoi vraiment on surveille ces pathologies-là. Ensuite, donc ça, c'est un bon exemple, je l'aime bien. Et il date pas d'il y a 10 ans, hein, puisqu'il date de la semaine dernière. L'examen faussement rassurant. Est-ce que ça vous va? Radiographie du crâne face et profil. C'est une patiente qui a chuté, elle a un hématome occipital, elle a des céphalées et des douleurs. Alors oui, pourquoi pas en demande un examen? Est-ce que c'est bien les radios du crâne? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une hémorragie. Donc, voilà. En radiographie, bah, effectivement, on va être bien rassuré parce que l'hémorragie, on ne la verra pas. Donc, tout le monde serait content. Celle-là, je l'aime bien aussi. Qu'est-ce qui vous choque? Scanner tête et cou, non injecté, allergie à l'iode. Pas d'indication. Il se plaignait d'une dysphagie. Qu'est-ce qui vous embête là-dedans? Il y a plein de choses qui m'embêtent. Alors, pourquoi non injecté? Parce qu'il est, je cite, entre guillemets, allergique à l'iode. Alors, autre message, est-ce qu'on est allergique à l'iode? Voilà, ça me va bien. Donc voilà, on n'est pas allergique à l'iode, on n'est pas allergique au moule et à la bétadine. Enfin, il n'y a pas d'allergie croisée avec les produits de contraste. On va être allergique à un solvant de produits de contraste et tous les produits de contraste sont des solvants différents. Donc, en dehors de l'urgence vitale, ce qu'il faut faire quand vous avez des patients qui ont présenté des réactions allergiques, il faut les adresser à l'allergologue pour essayer de savoir quel produit de contraste on va pouvoir leur injecter et leur faire un scanner bien comme il faut pour pouvoir répondre à la question posée. Hyper important, ça. Ensuite, parce que le scanner ORL, j'aime bien, et que c'est mon petit péché mignon. Je pense que vraiment, un scanner ORL doit être vu par un spécialiste. Il faut qu'il aille voir en endoscopie et qu'il nous dise ensuite qu'est-ce qu'on doit aller chercher. Pourquoi? Vous avez ici, donc déjà, vous voyez, l'anatomie ORL, elle est compliquée. Donc un scanner ORL non injecté, vraiment, ça ne sert à rien. Vous avez ici un patient qui a un carcinome épidermoïde. J'arrive pas à faire avec la souris. De la lèvre inférieure. Voilà. Donc là, en haut, c'est injecté et c'est un patient en acquisition spontanée. Mais j'ai pas ma souris, je comprends pas pourquoi. En bas, on va faire des séquences qu'on appelle dynamiques. Donc on fait une première acquisition classique et ensuite on va lui faire gonfler les joues et on va décoller la lèvre inférieure. Et vous voyez bien l'extension de la lésion qui s'étend au vestibule. Ah ouais, j'ai pas de souris, c'est l'enfer. Comment je vais faire mon... Je sais pas. Bref. Ah! Il n'y a plus rien. Bon, ça revient, c'est pas grave. Je sais pas, je vous montre comme ça. On va faire comme ça. En fait, du coup, on va très bien voir la lésion qui se décolle, la lèvre inférieure et son extension dans le vestibule jugal. Donc ça, c'est très important, en fait. C'est ça qu'ils veulent, les ORL.
C'est pas la pêche un peu à la prise de contraste. Je vous ai mis d'autres exemples de scanners dynamiques. À gauche, les quatre premiers là. En haut, vous avez un scanner normal. Et en bas, vous allez déplisser les cordes vocales. Vous allez voir l'espace sous-glottique, les cordes vocales et le plan supraglottique. Là, vous avez une tumeur de la région des 3 replis. On ne sait pas trop comment elle s'étend jusqu'au sinus piriforme et à la paroi pharyngée postérieure. Et là, vous déplissez votre lésion. Donc, vous voyez, l'apport du scanner, c'est vraiment important d'avoir un bon bilan avant. Bon, voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Chaque examen est adapté à l'indication. En fonction de ce que l'on cherche, on va pouvoir prescrire une ou plusieurs techniques d'imagerie. Radio, il vous a déjà tout expliqué, Manu, scanner, IRM, écho. Ces techniques, elles sont pas équivalentes, elles sont complémentaires. Ça, c'est très important. Ensuite, le radiologue, il va effectuer en fonction de l'indication, donc des incidences radiographiques dédiées. Il va cibler son examen échographique. Est-ce qu'il faut une vessie pleine, une étude à la sonde plate, une échographie endovaginale? Le protocole d'acquisition en scanner, vous avez vu, des fois on fait des séquences dynamiques, on va faire des séquences sans injection, artérielle vasculaire, artérielle parenchymateux, portale, excrétoire, tardif à 10 minutes, injection de l'azylix, synchronisation cardiaque. On ne va pas tout faire, on va choisir, on va limiter l'irradiation. Donc il nous faut, avant le scanner, l'indication. Et en IRM, pareil, on va choisir les séquences en fonction de ce qu'on cherche, pour limiter les temps d'examen. Ici, eh bien, en haut, vous avez, c'est la même patiente. C'est un bilan d'extension d'un carcinome rénal qui donne des métastases hypervasculaires. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez à gauche le sans injection, au milieu le temps artériel parenchymateux et à droite le temps portal. Vous voyez la lésion du segment 7, on ne la voit que sur ce temps-là. Donc si on ne nous dit pas, on nous envoie un scanner abdominopelvien sans indication, on loupe les métastases. Bon, dans ce cas-là, ce n'était pas des métastases, mais on loupe les lésions hépatiques. On la voyait très bien à l'IRM. Bon, voilà. Et à gauche, je vous ai mis ce qu'on appelle les scanners au temps excrétoire, où vous voyez, après injection de l'azylix, on va pouvoir obtenir les voies urinaires excrétrices et la vessie, comme une urographie intraveineuse, l'ancienne UIV. Alors, chaque examen est adapté à l'indication. Donc en fait, le radiologue, c'est pas les gens en bas, c'est pour le docteur Verdier qui cherche des qu'on appelle des aiguilles dans des bottes de foin. On va augmenter la sensibilité du radiologue quand on lui dit ce qu'on cherche, et on va aussi augmenter la sensibilité de son interprétation. Donc voilà, on ne jette pas un coup d'œil sur un examen d'imagerie, on ne fait pas 3 coupes, en fait ça ne veut rien dire. C'est un scanner ou une écho ou une radio dédiée à un examen. Voilà, donc ça, à mon avis, c'est dans un monde idéal, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un patient. Oh la vache, voilà. Le patient, il vient avec un symptôme, soit il part aux urgences parce que c'est une urgence, dans les cabinets de ville. Ensuite, je pense que vous les interrogez, vous les examinez, et le plus souvent, quand même, vous faites un bilan biologique. Je pense qu'après vient l'imagerie. Comme ça, on sait, c'est peut-être pas toujours facile à mettre en œuvre, mais au moins on sait, est-ce qu'on fait une écho, est-ce qu'on fait un scanner, quel type de scanner on fait. Ça, après, ça sera le boulot du radiologue, qui mettra tout en œuvre pour répondre à votre question. Nous, nos limites, c'est limiter l'irradiation, donc limiter les temps d'acquisition au scanner, limiter les temps d'examen, et donc indirectement le délai des rendez-vous, et limiter le coût, et limiter le nombre d'explorations. Et c'est parti pour les cas cliniques. Alors, patiente de 74 ans, scanner cérébral, bilan de troubles cognitifs. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas? Les antécédents. Est-ce que vous, pour un trouble cognitif, le scanner cérébral? Ouais, ça c'est bien. Donc voilà, ça c'est un scanner cérébral. On va voir que effectivement, il y a des plages hypodenses autour des ventricules, il y a de la leucopathie,
Mais la leucopathie, c'est plutôt un facteur de mauvais pronostic dans les démences, mais ce n'est pas une étiologie. C'est la même patiente. Vous voyez, on retrouve la leucopathie avec les hypersignaux, cette fois-ci flair en IRM. Oui, pardon, ça c'est l'IRM, ça c'est le scanner. Mais en plus, on va avoir une lacune, on va avoir des microblitz. Cette patiente, elle a une microangiopathie cérébrale. Et c'est ça qui explique ces troubles, enfin, qui peut expliquer ces troubles cognitifs. Donc le scanner, insuffisant et faussement rassurant pour le coup. Qu'est-ce qu'on cherche en imagerie dans les démences? On va chercher des démences curables, donc les démences secondaires, les tumeurs, les hydrocéphalies à pression normale. On va chercher des démences vasculaires qui sont les deuxièmes causes de démence après les maladies d'Alzheimer. Et dans ces démences vasculaires, il y a les démences macrovasculaires avec les gros AVC qu'on voit bien là sur les scanners sans injection. Mais il y a aussi la microangiopathie qui a une définition IRM. Après, on va chercher d'autres choses plus rares. Et puis, on va essayer d'évaluer l'atrophie, le pattern d'atrophie pour essayer d'orienter le clinicien vers un type de démence dégénérative, Alzheimer, démence frontotemporale. Donc là, effectivement, sur un ça, ce sont des coupes de scanners sans injection. On va voir les grosses lésions. À gauche, vous avez une tumeur cérébrale qui saigne en frontale, donc en zone stratégique et qui peut expliquer les troubles cognitifs. Au milieu, un hématome, enfin une collection sous-durale chronique, et à droite, un AVC dans le territoire des artères cérébrales antérieures. Mais ça, en fait, c'est rare quand même qu'on trouve des choses aussi évoluées. Voilà, c'était un petit point sur la microangiopathie cérébrale. Donc, dans le guide du bon usage dont vous a parlé Emmanuel, vous allez voir, bilan de démence, qu'est-ce qu'il faut faire? IRM. Sauf si contre-indication. C'est des IRM qui sont courtes, qui ne sont pas injectées, avec des patients qui peuvent être un peu agités. S'il y a effectivement des contre-indications ou une agitation, on fera le scanner sans injection. Un petit point, bon, c'est rare, mais on en voit quand même des ictus amnésiques. Là, le radiologue n'était pas d'accord, donc il a changé l'indication, il a mis IRM. Et effectivement, l'ictus amnésique, il n'y a pas d'indication d'imagerie, sauf s'il y a une atypie clinique. Qu'est-ce qu'on va chercher? Des hypersignaux diffusion, qui sont typiquement dans les régions hippocampiques et qui apparaissent au bout de 24 heures. C'est soit une étiologie microvasculaire, soit une origine épileptique, donc il n'y a pas non plus d'indication à faire des troncs supraortiques. Là, c'est un cas d'ictus amnésique, et en fait, c'est ça qu'on cherche. Donc le scanner cérébral, on verra rien. Du coup, pas vraiment d'indication. Ouh, pardon, je triche. Les bilans des AIT. Alors là, on nous demande un scanner cérébral avec injection, bilan d'épisode de dysarthrite temporaire, AIT point d'interrogation. Ensuite, là, on nous demande plutôt un scanner sans injection. Il a eu un malaise, une vision double, il a un athérome carotidien. Elle a un athérome carotidien. Qu'est-ce que vous êtes content ou pas? Qu'est-ce que vous optez pour quoi, vous? Pour les AIT. Bon, il y a un monde idéal pour les AIT et un monde dégradé. Bon, là, on retrouve la leucopathie vasculaire. C'est le scanner cérébral sans injection. Est-ce qu'on s'arrête là? Non. Donc ça, c'est cette patiente. Angioscanner du 30 novembre 2020, sténo sur l'artère carotide interne, en post-ostiale. Ça, c'est le scanner du jour, bouché. Donc, si on fait un scanner cérébral sans injection, ben, on est content. On a vérifié effectivement que ça ne saignait pas ou qu'il n'y avait pas de gros AVC, mais on a loupé la thrombose de l'artère carotide interne et cette patiente, il va falloir la prendre en charge en urgence. Donc, je ne vous fais pas l'affront de la définition de l'AIT, mais dans la définition de l'AIT, il y a quand même le fait qu'il ne doit pas y avoir de preuve d'infarctus aigu en imagerie. Donc l'imagerie va servir à poser le diagnostic d'AIT, à éliminer un AVC ischémique ou hémorragique constitué. Elle va éliminer un diagnostic différentiel, donc les tumeurs ou les pathologies démyélinisantes, et elle va faire un bilan étiologique. Dans le monde idéal,
effectivement, ça c'est difficile. Dans le guide du bon usage, ils nous disent IRM recommandé dans les 24 heures. Mais bon, ça, c'est impossible. Et imagerie non invasive des TSA. Donc soit un Doppler, soit un angioscan. Si vous optez pour le scanner, donc c'est scanner cérébral et angioscanner des troncs supraortiques, il faut le noter sur l'ordonnance. Pourquoi ? Parce que nos secrétaires, quand elles vont prendre les rendez-vous, elles vont prescrire un produit de contraste. Pour l'exploration des vaisseaux, le produit de contraste est différent d'un produit de contraste classique. Il va être plus concentré en iode. Ensuite, accessoirement, tous les radiologues ne font pas des angioscanners des troncs supraortiques. Et ensuite, il faut l'injecter, donc il faut une créate. Deuxième petite couche sur les vertiges. C'est pareil en fait. C'est la même combat. IRM, angioscanner des troncs supraortiques, étude des axes vertébro-basilaires. L'idée, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de dissection, de thrombose ou de sténose sur les vaisseaux. Le mieux serait une IRM. Ah, les céphalées. Alors, est-ce qu'on est... Ah oui, ah oui, j'ai relu aussi, parce que du coup, on ne sait plus en fait. Alors là, on nous propose, patient de 41 ans, céphalée rebelle. Bilan de céphalée rebelle, scanner sans injection. Est-ce qu'on est content? Ah, si elle est là, c'est qu'on n'est pas content. Ouais. Donc effectivement, ça c'est le scanner cérébral sans injection qui est tout à fait normal. Il a un scanner injecté, puis une IRM, et en fait il a une thrombophlébite du sinus latéral. Donc là, on ne le voit pas. Là, vous avez le thrombus, et là, vous avez un thrombus du sinus longitudinal supérieur. Et oui, on va revoir les céphalées. Patiente de 33 ans, scanner cérébral. Donc elle arrive avec une première ordonnance, céphalée postérieure dans un contexte de plongée fréquente. On lui fait en haut un scanner cérébral sans injection et un scanner cérébral avec injection à un temps veineux, c'est-à-dire qu'il n'a pas été fait d'étude artérielle, du polygone. On est content, le scanner est normal, tout va bien. Elle connaît une radiologue. Et elle revient une semaine après. L'indication a changé. Maintenant, c'est des céphalées occipitales en coup de tonnerre qui sont d'apparition récente. Là, ça change tout. Donc là, on l'a prise à l'IRM, on lui a fait une étude du polygone de Willis. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle a, dans le territoire où elle a mal, au niveau de l'artère cérébrale postérieure, un aspect très irrégulier, sténosé, l'artère cérébrale postérieure. La sylvienne gauche, pareil, c'est pareil, elle est pas normale. Et en fait, on évoque un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible à connaître. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la deuxième étiologie des céphalées en coup de tonnerre. Donc c'est fréquent, mais c'est sous-diagnostiqué parce qu'on ne les cherche pas. Alors vous allez me dire, bah, on s'en fiche, ça s'en va. Hein, à quoi bon le chercher? Mais ça peut quand même se compliquer de presse syndrome, d'AVC ischémique, d'AVC hémorragique. Parfois, l'imagerie est normale. Donc ce sont des céphalées en coup de tonnerre répétées sur 1 à 3 semaines, plus ou moins avec des facteurs de risque, donc le postpartum, le stress, l'éclampsie ou les substances vasoactives. Ça nécessite une prise en charge spécifique. Encore une autre patiente. Donc là, elle connaissait toujours la même radiologue. Et on a un bon recrutement grâce à cette radiologue. C'est une patiente de 30 ans qui avait des céphalées chroniques atypiques qui traînaient depuis 2-3 ans. Elle arrive et qu'est-ce qu'elle a? Une fistule durale. Donc pareil, un temps artériel. On va voir une artère méningée qui naît de la face postérieure de l'artère carotide interne qui va communiquer avec le sinus pétro-inférieur. Cette dame, elle a eu une artério et elle va saigner pour être traitée de sa fistule durale. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a des céphalées? Comment on réfléchit? Alors, il faut connaître cette fameuse radiologue. Je ne dirai pas son nom. Elle est présente ce jour dans la salle.
Donc, il y a 2 types de céphalées. Les céphalées primaires, donc les migraines, les céphalées de tension, qui sont des céphalées chroniques, qui sont souvent typiques, et les céphalées secondaires. C'est celles-là dont il faut se méfier. Elles vont avoir une présentation plus brutale, donc typiquement en coup de tonnerre. Et là, il faut être monosynaptique, c'est l'hémorragie sous-arachnoïdienne et l'anévrisme, mais aussi le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, ou plutôt aiguë et progressive. Pareil, on va chercher des thrombophlébite, on va chercher des hypotensions intracrâniennes et des processus expansifs intracrâniens. Donc, quand on explore une céphalée, c'est très important, c'est vous qui allez prescrire l'examen. En fonction de ce que vous cherchez, du type de céphalée, on va faire un type d'examen. Dans le guide du bon usage, c'est tout écrit. Céphalie aiguë brutale, angioscanner cérébral en urgence, hémorragie sous-arachnoïdienne et anévrisme. Si on suspecte une dissection, il faut nous le dire parce qu'on fera une étude des troncs supraortiques qu'on ne fera pas systématiquement. On ne va pas irradier pour rien toute la région ORL. Ils nous disent ensuite, si c'est négatif et que les céphalées persistent, faire l'APL. Bon, ça, après, c'est plutôt pour vous, et une IRM en deuxième temps. Dans les céphalées aiguës progressives, on va préférer l'IRM avec injection plutôt que le scanner. Et dans les céphalées chroniques, on ne fera d'imagerie que si des signes d'atypie. Pareil, on préférera l'IRM. Pourquoi injecter ces examens? Parce qu'effectivement, dans la plupart des étiologies des céphalées sont vues sur des imageries en contraste spontané. Il y a 5% des examens qui seront considérés comme normaux. Et en fait, dedans, il y aura des thrombophllébites, des anévrismes et des dissections intracrâniennes. Donc des lésions potentiellement graves. Donc on injecte les céphalées. On descend d'un étage. Ouais, ça c'est vite fait. On en voit pas mal. Les bilans d'hémoptysie, scanner thoracique sans injection. Qu'est-ce que vous en pensez? On est content, on n'est pas content? Il y a un piège, il y a une ordonnance qui est bonne dans la présentation. Bon, non, on n'est pas très content. Alors pourquoi? On va essayer. C'est quoi l'objectif de l'imagerie? C'est toujours pareil, il faut se poser la question. Effectivement, localiser le saignement, la plage d'alvéolite, on va l'avoir sans injection. En revanche, la compréhension du mécanisme, si c'est un faux anévrisme qui saigne, une hypertrophie du système artériel bronchique, on ne la verra que si on injecte l'examen. Ensuite, la prise en charge, ça peut être une embolisation bronchique, et le radiologue interventionnel, lui, il veut savoir est-ce qu'il y a une hypertrophie du système artériel bronchique, d'où naissent les artères bronchiques. Est-ce qu'il y a une reprise en charge ectopique par les artères diaphragmatiques, les artères thoraciques internes? Donc c'est plein de questions qui va se poser. Il sera très content d'avoir un angioscanner aortique thoracique. Donc vous voyez ici à gauche, vous avez un foyer de DDV qui saigne. Et en fait, vous avez une hypertrophie du tronc broncho-intercostal droit. Et le radiologue interventionnel, il ira emboliser cette artère. Si nécessaire, bien sûr. Mais quitte à faire une imagerie, autant faire une imagerie complète. Alors, est-ce qu'on est content? Attention, c'est peut-être l'ordonnance piège. Scanner thoracique non injecté dans 3 mois, contrôle d'une pleuropneumopathie plurifocale de mi-avril dernier. Ouais, c'est celle-là qui est bien. Et oui. Qu'est-ce qu'on recherche? Alors, je ne savais plus trop. Du coup, j'ai cherché. Qu'est-ce qu'on recherche? Enfin, je n'ai pas cherché ça, mais quelles étaient les indications de surveillance des pneumopathies? On va chercher un cancer. Donc, la surveillance, elle n'est pas systématique. Ça sera chez les fumeurs, les anciens fumeurs, les plus de 50 ans. La mauvaise évolution des symptômes pour effectivement chercher un abcès ou une pleurésie associée, ou un aspect radiologique particulier de la pneumopathie au début. Que nous dit le guide du bon usage? Pas de recommandation très claire entre des radios ou un scanner basse dose. Est-ce qu'il faut injecter? On ne sait pas trop. Mais ce qui est important, c'est d'attendre un délai suffisant. Donc 6 à 8 semaines. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un délai entre la guérison clinique et la disparition des images. Donc si on fait une radio trop tôt ou un scanner trop tôt, on va encore contrôler. Alors, là... Je parle d'ostéo-articulaire sous le... Je suis un peu impressionnée devant le docteur Molina. Bon, alors,
Patient de 21 ans, traumatisme de l'épaule. On a, alors lui, voilà, 1er juillet 2022. On est content, on fait une écho, on voit une belle rupture, transfixion du supraépineux, voilà. Au revoir, bonne journée. Mais il continue à avoir mal. Et là, alors il doit connaître quelqu'un en imagerie puisqu'il a une IRM le 18 juillet ou le 16. C'est quand même, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on voit? Une belle fracture de la scapula qu'on voyait très bien sur les radiographies. Donc je remets une petite couche sur les radios. Pareil, bah, ça c'est un patient d'Emmanuel de la semaine dernière. Bilan de gonalgie gauche avec œdème post-traumatique, sensation de laxité dans le genou, recherche d'une atteinte ligamentaire. Ce patient, il n'a jamais eu une radio. Et moi, qu'est-ce qu'on voit? Une belle fracture de la tête du péroné. Voilà, c'est dommage, il a attendu 1 mois avec sa fracture parce qu'il n'a pas eu les radios. On continue. Bon, ça c'est les contextes traumatiques, mais il y a aussi les contextes non traumatiques. Patient de 43 ans, sportif, douleur inguinale. Donc on lui trouve des petites bricoles, une petite hernie du sportif, une anthésopathie. On est en novembre 2020. Et quand même, il continue à avoir toujours mal. Il a une écho, puis finalement il a une radio. Octobre 2022. Non, la radio, c'est moi qui l'ai demandé. Ah, ben voilà. Il est revenu avec une douleur. C'est un patient qui est venu une première fois pour pubalgie. Il est revenu pour pubalgie. En fait, il n'a pas vraiment une pubalgie. Il a une douleur vraiment au niveau du scarpa. Vraiment une douleur antérieure. Mais il est jeune. Il n'a jamais eu de radio. Voilà. Sur la radio, une belle coxarthrose à gauche. Je continue. C'est le dernier après. Bon, je pense que vous avez compris, il faut faire des radios, quoi. Patiente de 69 ans, échographie de l'épaule droite, recherche d'une tendinopathie. On lui trouve une tendinopathie du long biceps. Il y a quand même, je crois que c'est encore toi qui a demandé la radio, parce qu'il y avait quand même un épanchement articulaire. Effectivement, elle a une omarthrose. Si on ne fait pas les radios, ben, on ne le voit pas. Donc, important. Osto-articulaire, il vous a déjà expliqué, il y a le contexte post-traumatique, le contexte traumatique, mais en gros, qu'est-ce qu'on veut voir? Les os, les interlignes articulaires et les parties molles. Os, interlignes articulaires, c'est radio, c'est pas écho. Les parties molles, c'est l'écho. Alors d'ailleurs, dans le guide du bon usage, pardon, j'ai oublié cette diapo, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les radios peuvent suffire au diagnostic. L'indication de l'écho, c'est si les radios sont normales ou ne permettent pas de préciser le diagnostic. IRM abdominale, recherche de lithiase urinaire, colique néphrétique gauche. Bon, alors là, vous avez tout un laïus sur l'IRM. Est-ce qu'on aime bien cette ordonnance? Oh non. Bah non. Bon, on la commente pas. Bon, alors la colique néphrétique, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on recherche? On veut confirmer le diagnostic de colique néphrétique. On veut faire un bon bilan pour orienter une bonne prise en charge. Donc il faut regarder l'aspect des reins. Est-ce qu'il y a une variante anatomique des voies urinaires excrétrices? On veut bien regarder les calculs, les mesurer, savoir où ils sont et évaluer leur densité. Ça a changé la prise en charge. Enfin, on veut évaluer le retentissement et rechercher des complications, des pyélonéphrites, des abcès, des urinomes. Voilà. Alors, j'ai lu une petite... Ah, j'ai pas mis le nom de l'étude. Il disait que quand même, devant une douleur typique de colique néphrétique, avec une hématurie, dans 14 à 35% des cas, en fait, c'était pas une colique néphrétique. Bon. Donc, ça complique la chose. Alors, quelle imagerie? J'ai lu plein de trucs, pareil, c'est pas très carré. Donc, vous avez soit l'écho tout seul, soit l'ASP tout seul, ça on oublie, c'est nul. Sensibilité et spécificité vraiment médiocre. Si on fait le couple écho plus ASP, la sensibilité est pas mal à 90% et la spécificité entre 75 et 100%. C'est pas mal. Le scanner, gold standard, sensibilité 100%, spécificité 95%, mais irradiant. Alors,
Pourquoi l'échographie et l'ASP ils sont pas aussi bons que le scanner? Bon, effectivement, c'est moins irradiant. C'est parce que la dilatation dans les coliques néphrétiques, elle arrive dans les 24 heures. Elle n'est pas systématique, elle est uniquement présente dans 70% des coliques néphrétiques. On ne verra que les calculs à la jonction pyélo-urétérale ou au MEA. Entre-temps, s'ils ne sont pas obstructifs, il y a 90% du trajet urétéral qu'on ne verra pas en échographie. On va chercher des signes indirects, donc les jets urétéraux, soit les urines qui s'écoulent de l'urtère à la vessie. Encore faut-il que les patients viennent vessie pleine, ce qui est difficile. Voilà, les petits calculs 3 mm, on ne les voit pas très bien. On amplifie les mesures de 20 à 30%. Et enfin, les diagnostics différentiels qui sont quand même souvent coliques, en écho, on va pas être bon. Même grélique, enfin, plus les patients sont gros, moins, enfin, ça se dit pas, mais moins on verra. Enfin, ça prend quand même du temps. L'écho, c'est assez chronophage. Dans une étude de 2014, il disait que 41% des patients initialement qui ont eu une échographie dans une suspicion de colique néphrétique ont eu un scanner après. Bon, ça fait quand même, c'est pas mal. Bon. Alors, de plus en plus, on fait des uroscanners. Qu'est-ce qu'on appelle des scanners basse dose? C'est des scanners où on va diminuer par 6, on va diviser par 6 la dose délivrée aux patients. En fait, c'est des scanners dont l'image est un peu dégradée. Mais avantage, rapidité, une bonne sensibilité, une bonne spécificité qui avoisine les 95%. On va localiser, on va mesurer la taille et la densité des calculs. On va pouvoir regarder le tube digestif et éliminer des diagnostics différentiels. On va rechercher le retentissement et les complications. Les inconvénients, c'est que ça reste effectivement irradiant et qu'on peut louper des petits calculs de moins de 3 mm, mais ça va être des coliques néphrétiques au final qui passeront toutes seules en fait. Donc ça ne va pas changer la prise en charge. Et chez les patients obèses, on fera des vrais scanners en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans le guide du bon usage? Nous, en pratique quotidienne, on fait de plus en plus d'uroscan sans injection parce que les urologues, en fait, ils veulent des uroscans basse dose, quoi. Ils aiment bien ça. Dans la colique néphrétique simple, le guide du bon usage, il dit il faut faire un uroscanner dans le premier bilan, rechercher une variante anatomique, bref, tout ce qu'on a dit, vérifier qu'il y ait plusieurs calculs, évaluer leur densité pour faire un bilan métabolique. Voilà. Dans les coliques néphrétiques simples, je précise simples récidivantes, ils disent qu'il faut quand même limiter l'irradiation et qu'il faut faire écho-ASP. Mais voilà, il y a quand même un rôle de l'ASP. Je sais pas, franchement, en pratique, on en fait beaucoup moins, mais c'est dans les guides du bon usage. Alors, ils datent, je sais pas de quand ça date, mais bon, voilà, peut-être ça sera modernisé. Si c'est normal, on fera un uroscan. Alors, la colique néphrétique compliquée, bon, là, il n'y a pas de... on y va, on va au scanner, on n'hésite pas. Qu'est-ce que c'est la colique néphrétique compliquée? La fièvre, enfin, vous savez, l'hyperalgie, le rein unique. On injectera, sauf si, effectivement, il y a une insuffisance rénale. On va chercher des abcès, des pyélonéphrites et surtout des diagnostics différentiels. Là, je vous ai mis le cas de hier soir là, sur mon astreinte. Effectivement, là, on fait un scanner sans injection, donc à gauche. On voit que le piélon est dilaté, on a un calcul, on est content, on voit un calcul plus bas. C'est parfait, tout va bien. Belle colique néphrétique. On injecte à droite. Bon, c'est déjà injecté à gauche, mais bon, voilà. On injecte à droite. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, déjà, une prise de contraste avec un urtère très inflammatoire, une urétérite très marquée. Et en fait, il y a un deuxième petit calcul plus bas qui était passif. Enfin, c'était plus difficile sur le sans injection. Donc, en fait, ça change la prise en charge. Il y a deux calculs, il y a une urétérite. Voilà. Information importante pour l'urologue. Alors, les douleurs abdominales non traumatiques, je suis passée un bon petit week-end à lire aussi. En fait, scanner ou écho, c'est compliqué, on ne sait pas. Finalement, le mieux, c'est ça. C'est dans le imagerie et urgence. Qu'est-ce qu'on fait?
soit le patient, c'est une urgence, il part au scan ou enfin aux urgences, soit c'est une femme en âge de procréer, vraiment les bêta-HCG systématiques, et nous, il faut qu'on le sache, parce qu'en fait, sinon on peut pousser à l'écho endovaginal, en fait, en fonction de ce qu'on cherche. C'est pour ça que le bilan biologique, avant de nous les envoyer, c'est important. Ensuite, en fonction de la clinique et de la biologie, douleur en fosse iliaque droite chez les gens minces, tout ce qui est hépatique, effectivement, on va faire une écho. Si le patient il vient au cabinet avec quand même une douleur en fosse iliaque droite, un syndrome inflammatoire biologique, et nous en écho, soit on voit pas l'appendice, soit on le voit mais c'est normal, on peut aussi pousser le scan, appeler à la clinique et dire allez, je vous envoie au scan. C'est ça aussi d'avoir le bilan, nous. On peut aussi savoir ce qu'on fait du patient. Toutes les autres douleurs, notamment en fosse iliaque gauche, je pense que l'écho, la sigmoïdite diverticulaire, c'est pas un diagnostic échographique, c'est scanner. Voilà. Ensuite, un mot important sur, par exemple, la pancréatite, épigastralgie. Nous, on n'a pas de bilan, il arrive au scanner. On n'a pas la lipase. En fait, dans les bilans de pancréatite, déjà, on fait un scanner à 48 heures après le début des lésions, mais il y a surtout un score de mortel qui va permettre de grader la gravité, la sévérité de la pancréatite et d'orienter sa prise en charge. Ce score, il est basé sur l'imagerie. Nous, on va faire un temps qu'on appelle artériel parenchymateux pour étudier le rehaussement de la glande. Si on n'a pas la lipase, on ne va pas faire des 3 acquisitions à tous les patients et on n'aura pas une bonne prise en charge. Donc je pense que quand on peut attendre le bilan biologique, il faut l'attendre et il faut nous le donner. Comme ça, on pourra bien adapter nos protocoles. Ça y est, c'est fini. C'est un peu tout ce qu'on a dit. Hein. Un examen utile est un examen dont le résultat positif ou négatif modifiera la prise en charge du patient ou confortera le diagnostic du clinicien. Alors, il faut se poser plusieurs questions. Est-ce que l'examen a déjà été pratiqué? On vous l'a déjà dit. Ai-je besoin de l'examen? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Est-ce que j'appelle la clinique et je dis voilà, ou le cabinet, j'ai besoin de cet examen en urgence? Est-ce l'examen, la technique la plus indiquée? Et est-ce que j'ai bien posé le problème au radiologue? Voilà, je vous remercie.